Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on est avec Thomas Giraud. Comment tu vas? Ça va? Et vous? Bah, nickel, hein. Ça va super. Merci Thomas d'être venu sur MVP. Salut Thomas, salut Paul et salut tout le monde du coup. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va pas parler que de SEO, on va parler aussi de CRO, donc d'optimisation des conversions. Parce que du coup, tu as une agence spécialisée là-dessus, notamment sur vraiment accès Shopify, pardon. Spotify, on va en parler juste après avec les performances. C'est la Donc, Matrix du podcast, ça. ouais, vraiment. Justement, je vais rappeler les perfs avant de commencer. Donc sur YouTube, on est à 1600 abonnés. Donc merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci encore une fois à toutes les personnes qui sont présentes en commentaire, hein. Vraiment, ça aide beaucoup le référencement de nos vidéos. Et sur Spotify, du coup, je vais y arriver. On est à 94 notes 5 étoiles. Donc là, on approche vraiment des 100 notations. Donc ça va être super. Je pense qu'on va y être dans 1 ou 2 semaines, à mon avis. Et donc, je vais rappeler les sponsors aussi. On est toujours soutenu par Linkuma, Tot SEO et O2Switch. Donc, Linkuma, évidemment, si vous souhaitez acheter des backlinks pour pas trop cher, vous avez un lien en description. Tot SEO, si vous cherchez un outil d'assistance sémantique et d'intention de recherche, ça peut vraiment vous aider dans la partie SEO contenu, vous avez un lien. Et O2Switch pour les hébergements web français qualitatifs avec un SAV au top, vous avez aussi un lien qui se trouve en description. Merci à eux, toujours un plaisir de les mettre en avant. On va commencer tout de suite du coup le concret. Est-ce que tu pourrais te présenter, Thomas, en quelques phrases, nous dire un peu ce que tu as fait, peut-être comment tu es tombé dans le web aussi au sens large? Ouais, comme on disait avant, déjà, merci les gars pour l'invite. Content de revoir Antoine, qu'on a rencontré, je sais pas, ça va faire 10 ans, peut-être. Non, pas 10 ans, ça fait 4 ans. Ah Ça ouais? fait 4 ans, ouais. Non, C'était non, la dernière ça année peut pas faire de 4 ans. 4-5 ans, ouais. 4-5 ans. J'étais en master à l'IESEG, donc 4-5 ans. 5. Et on s'est jamais lâché, c'est ce que tu disais, même si on se voit pas souvent. Ouais. On se suit un petit peu et c'est vrai que c'est sympa de te Ah, recroiser. 10 piges, j'ai abusé, t'as raison. 10 piges, j'ai abusé. On sortait de 42 et ça fait une bonne. Je sortais de 42, ça fait une bonne transition. On avait fait un partenariat ensemble. Et donc, moi, c'est mon cursus, on va dire, mi-scolaire, mi-anarchique, dans lequel je me suis découvert une passion pour la technique. Et puis, après, sur le fait de simplement lancer des projets et créer des choses. En fin de 42, quand on s'est quitté, limite avec Antoine, ça arrive à peu près au même moment, je me suis expat à Malte, feuille blanche, et je me suis lancé sur des projets de formation qui ont très vite pivoté sur du e-commerce. Aujourd'hui, pour te la faire simple, j'ai une agence principale qui fait ce qu'on appelle du CRO, et on va creuser ce sujet tout à l'heure. Donc, on accompagne des marques à optimiser leur taux de conversion en e-commerce. Une agence de dev Shopify, encore une fois très, très axée e-commerce et qui complète le service CRO. Et un thème Shopify qui s'adresse, qui est un peu notre premier produit en fait en e-com qui existe depuis quasi plus de 3 ans aujourd'hui, qui adresse des débutants sur Shopify jusqu'à intermédiaires, et qui est un outil qui regroupe plusieurs solutions, plein d'applications et qui permet d'avoir un peu un tool clé en main qui te permet de tester des choses rapidement sans aligner des coûts d'app externes ou en limitant les problèmes de compatibilité en gros. Ok, trop cool. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait kiffer comme ça dans le CRO par exemple, parce qu'on va axer pas mal le podcast là-dessus. Qu'est-ce que t'as aimé toi là-dedans? Pourquoi t'as fait un focus là-dessus? Déjà, jamais de ma vie, je pensais faire ça. Je savais même pas que ça existait en vrai. Enfin, vous non plus. Et c'est même un terme qui est assez récent, qui est né en France en tout cas, et ça devait être le cas aussi ailleurs, de l'augmentation des coûts publicitaires, où les gens ont commencé à remettre en question leur funnel et essayer de chercher des méthodes plus prouvées pour augmenter leur performance sans le faire à l'aveugle ou en recopiant le concurrent parce qu'on pense qu'il convertit mieux que nous. Ok, ouais. Et moi, c'est parti du fait que j'étais déjà en train de travailler sur des sites. Tu vois, on avait le thème Shopify. Je créais des sites à l'époque pour arrondir les fins de mois, disons. Et au fur et à mesure et avec le temps, tu vois, j'étais un exécutant en fait, et j'étais de moins en moins d'accord avec les choses qu'on me demandait de faire et d'intégrer sur des sites Shopify. Et Ok. j'avais aucun moyen de le prouver. Et donc le CRO, ça a peu apparu pour moi.
comme un bon moyen de venir justifier. Par CRO, en fait, j'entends méthode et j'entends cette partie analytics, et on va le détailler peut-être plus tard. Mais c'était un bon moyen de venir justifier que peut-être que la personne ou le client avait tort, peut-être que moi aussi, et peut-être qu'il y avait une autre manière de l'intégrer mieux que ce qu'on pensait, en faisant plus de recherches ou en testant ce qu'on intégrait. Il y a eu d'autres facteurs qui ont affecté ça. Moi, j'ai vite capté l'augmentation des coûts publicitaires et la professionnalisation, disons, des plateformes, des régies publicitaires. Parce que, du coup, étant expatrié à Malte, on avait vraiment cette vague dropshipping à l'époque. Et on en a beaucoup pendant cette période qui commençaient à faire leurs valises parce que leur boutique marchait plus. Et j'étais un peu aux premières loges de l'évolution du modèle dropshipping tel qu'on l'entendait vers du e-com plus clean, où on prend soin de ses clients et on fait gaffe à ce qu'on vend. Bref, on revient sur du commerce quasi traditionnel avec les règles qu'il y a aujourd'hui et qu'il y a toujours eu. Et cette transition a amené aussi à professionnaliser son expérience on-site. C'était un bon timing de marché pour nous de faire pivoter notre agence de création de site, disons, vers du CRO, tout en complétant un peu notre arbre de skills, quoi. Ok, trop cool. Juste, tu peux rappeler ce qu'est le CRO? Ouais. Déjà, ça veut dire Conversion Rate Optimization. Et la manière dont je le vois, premièrement, c'est que ça cible pas que la conversion. On va pouvoir travailler à optimiser n'importe quel KPI sur un site. Donc, on va dire ça, on va dire profit. On va se concentrer sur le profit qui est généré de la part d'un site web. Nous, on se concentre sur du commerce, mais peu importe. L'objectif, c'est d'optimiser les performances d'un site avec méthode. Et j'ajoute bien ce mot méthode. Le but, c'est d'avoir un process qui soit le plus scientifique possible, disons, pour rationaliser l'évolution d'un site. Là où il y a peu de documentation, tout le monde fait un peu les choses à l'aveugle parce que le concurrent l'a fait ou parce qu'on pense que c'est bien. Autant dans les choses qu'on définit comme devant apparaître sur notre site que dans la manière dont on les implémente et dont on les teste. Donc aujourd'hui, le but, c'est de mettre à disposition une méthode claire, précise, qui te permet d'avancer en toute confiance, on va dire, sur ton site, de savoir ce que tu fais et de te nourrir des itérations précédentes pour affiner les prochaines. Ok, très clair. Du coup, tu dois avoir passé pas mal de sites sous les yeux toute la journée. Est-ce que globalement, tu trouves que les sites que tu visites ou qu'on te soumet, ils ont un bon CRO ou est-ce que tu saignes un peu des yeux au global? En fait, tu verras toujours des choses à améliorer. C'est la raison pour laquelle des sites comme Amazon, Nike ou peu importe font et feront toujours des expérimentations sans cesse. Premièrement parce que le marché et les méthodes de consommation ou même d'éducation évoluent et changent constamment. Donc, tu auras toujours des choses à revoir ou à améliorer. Donc, moi, mon métier, c'est d'avoir toujours quelque chose à dire. On va dire que dès que j'ai plus d'idées ou que je suis plus capable d'en trouver, je m'éteins et mon service ou ma manière de réfléchir s'éteint avec. Donc ça, c'est la première remarque. Il y a toujours quelque chose à faire. La seconde, c'est que chaque boutique e-commerce, dans notre cas, a un cœur d'audience qui est déjà prêt à acheter et qui est déjà convaincu par le travail qui est fait en acquisition. Et que tu peux avoir le funnel le plus claqué possible, le plus semé d'embûches, disons. Si ta proposition de valeur est bonne et résonne chez ton audience cible, ils trouveront un moyen d'acheter. Et ça, c'est un truc à prendre en compte, peu importe l'état, on va dire, du funnel sur lequel tu vas te connecter. Tu as déjà un cœur d'audience qui est convaincu. Et c'est d'ailleurs souvent plus facile de travailler avec ce cœur d'audience, on va dire, en début de collaboration chez nous, plutôt que d'essayer de l'élargir et de convaincre plus de personnes. Mais par contre, après, on rentre dans le cœur et dans le vif du sujet, se dire comment on fait résonner notre discours, notre proposition de valeur à une audience de plus en plus large, en permettant à la marque de scaler et d'augmenter ses budgets pubs ou même la diffusion, on va dire, de son message en
en toute confiance et sans se dire qu'elle a potentiellement des coquilles dans le funnel qui lui font dépenser de l'argent ou de l'énergie en acquisition dans le vent. Ok, ouais, super clair. Est-ce que, ceci dit, tu as quand même des, je sais pas, des erreurs très très courantes que tu vois passer sur les sites? Je sais pas, des trucs, le fait d'avoir, j'en sais rien, je dis, moi, tu sais quoi, j'ai une ref en CRO, tu vas me dire si c'est claqué ou pas. C'est déjà si ton call to action, il est au-dessus de la ligne de flottaison, c'est pas mal. Après, tu vas me dire, peut-être ça dépend des cas. Ouais, en fait, tout le monde met de l'attention là-dessus. Tu vois, tu veux dire un stick add to cart, X et Y, réduire le nombre de clics. On va dire que c'est des bonnes pratiques. Mais si je veux mettre de l'attention sur du CRO, je vais peut-être plus mettre de l'attention sur l'éducation que j'ai sur ma boutique, de dire je vais essayer de convaincre plus de personnes, d'ajouter plus d'éléments qui vont justifier mon prix, Ok, ouais. qui vont mieux éduquer, mieux communiquer des garanties que j'ai, en partant du principe que si je communique mieux et si j'éduque mieux sur mon produit ou sur mon offre, techniquement, j'ai plus de personnes qui vont venir titiller mon bouton d'ajout au panier. Ok, ouais. Et le remonter ne changera rien au niveau d'éducation que tu as sur ta page. Donc une bonne pratique, c'est peut-être, oui, de l'avoir à disposition et que ton utilisateur, il n'est pas à réfléchir pour savoir quelle action il doit faire s'il est convaincu et s'il veut passer à la suite. Ça paraît évident, mais faut pas attendre des résultats game changer en remontant son bouton à tout carte de 200 pixels si on maintient, on va dire, le même niveau d'éducation, de confiance sur la page. Ok, super clair. Là, j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu as déjà analysé un peu le CRO de Nutrimuscle ou pas du tout? Je sais Nutrimuscle. Ouais, Je crois que ça me dit c'est quelque une marque de chose. compléments alimentaires et Ouais. je les trouve plutôt bons. Ils font même ils ont un petit format assez innovant où en fait quand tu vas sur leur fiche produit, ils ont une petite bulle comme une story Insta où tu cliques dessus et tu as genre les récaps des avantages et tout du produit. Et bon, je sais pas, moi dans ma tête, je me disais que c'était vraiment pas mal peut-être à ce niveau-là, mais Ouais, c'était pour en effet, savoir. je les ai vus passer. Pardon, Antoine? Ah non, j'ai rien dit. Je dis juste ça a l'air propre. En effet, je suis sur Nutrimuscle. Je Ouais, pense moi qu'en effet, ils ont j'adore, bossé. mais bon. Déjà, ils font de l'A/B testing. Donc ça, c'est le premier truc que je regarde. Parce que ça en dit long sur le niveau d'éducation Ouais. des personnes derrière sur l'optimisation du taux de conversion. Comment tu fais pour Ensuite, voir qu'ils font de l'A/B testing du coup? C'est au chargement, tu vois une. Wappleizer, tu as un plugin Ah, ouais. Ah, ok. Chrome qui te donne un peu les outils qui sont plug sur le site. Et c'est quoi l'outil qui fait A/B test du coup? Là, ils utilisent Caméléon. Caméléon, ok. Ouais. J'en ai deux d'ailleurs, Caméléon et Nosto. Peut-être il y en a un, peut-être ils ont switché, il y en a un qui a des restes. Mais peu importe. Ensuite, alors t'as les stories, mais tu vois, genre, il y a pas que ça en fait sur ce site. Et déjà, il y a la nature d'activité du business qui, par le produit, est vouée à rétention. Les business de compléments alimentaires et typiquement ce genre de business, c'est des business qui font 60-70% de recurring et qui ont un vrai challenge du coup d'acquisition parce qu'on naturellement, on va dire, même sans exploser sur la fidélité ou le CRM, tu as de la rétention naturelle. Et donc, c'est d'autant plus intéressant et important pour eux de balayer en première acquisition le plus possible, parce qu'un utilisateur qui va dérouler l'intégralité de ton cycle d'achat, si ça s'est bien passé, et qui fait confiance à la marque, risque de faire confiance à cette marque pendant des années et recommander. Tu vois, c'est même pas impossible que cette marque, en fait, elle fasse de l'acquisition à perte sur son premier client. Et c'est là où, en fait, le CRO devient un facteur primordial, on va dire, dans l'acquisition ou la structuration du funnel de première conversion. Parce que même si tu fais de l'acquisition à perte, tu as besoin de contrôler chaque variable et de sécuriser aussi l'argent investi. Tu vois. Ok. Bon, en Pour tout revenir cas, pour sur les les. auditeurs qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller visiter le site. C'est vrai que moi, je le trouve plutôt cool. Ouais. Et pour venir sur les bulles de story, moi j'ai un peu un avis tranché sur la question parce qu'en fait, oui, c'est à la mode et oui, c'est au goût du jour, tu vois. Ouais.
Mais faut pas oublier que ça ne fait que insérer une vidéo sur les parties hautes de la fiche produit. Et donc la performance des stories est vachement liée à ce que tu mets dedans. C'est Ouais. difficile en tant que créateur ou fondateur de Story Solutions de dire ça va t'apporter X% de chiffre d'affaires ou de résultats supplémentaires parce qu'on est dépendant de l'éducation qu'on met à l'intérieur. On peut Ouais. avoir avec le temps des stats de marché par typologie de produits, de boutiques ou même par marché adressé de ce qui fonctionne, des avant-après, de montrer la production X et Y. Mais dans un premier temps, je pense que ça reste des gadgets et que le truc le plus important, c'est encore une fois de compléter l'éducation qu'on a au niveau du produit, d'essayer de convaincre le plus d'utilisateurs et d'ajouter peut-être une simple vidéo de présentation qui met en avant les bénéfices du produit au Ouais. carrousel d'images. Tu vois, ça fera largement l'affaire. Ok. D'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un peu à la mode, et même là sur la petite refonte d'SEO Monkey, le graphiste que je lui ai demandé, il a mis un petit pop-up, tu vois, en mode, je crois qu'il pensait plus à une IA qui te guide en mode j'ai besoin de ça, etc. Mais Ouais. quand tu regardes tous les gros sites, il y en a très peu qui ont des chatbots ou des stories ou des trucs comme ça. Et je pense que c'est pas un hasard parce que, à mon avis, ça a déjà été AB testé, etc. C'est plus un truc de nouvelles marques e-com, etc. sur lesquelles je vois ça. On va dire que tu as plusieurs manière d'y répondre. Tu vois, aujourd'hui, généralement, les chatbots, les solutions d'intelligence artificielle qui te guident dans ton parcours, elles répondent quand même à un problème de navigation, d'arriver sur le bon produit pour la bonne raison, parce que souvent, on a des produits qui répondent à plusieurs besoins spécifiques ou qui adressent différentes cibles, alors que c'est exactement le même produit. Et ces solutions-là, généralement, elles servent un peu à personnaliser le discours, comme c'est un peu l'évolution du formulaire de diagnostic. Tu vois. Aujourd'hui, la story, j'ai envie de dire, elle est plus là, ou même la vidéo à l'intérieur de la fiche produit, elle est plus là pour accueillir les personnes qui sont là pour la bonne raison et les rassurer, créer un lien avec la marque, peut-être faire, euh, en tout cas communiquer ce qui est communiqué peut-être de façon textuelle et du coup mal perçu par l'utilisateur sur la fiche produit, tout en maintenant l'intention de l'utilisateur. Et généralement, on voit beaucoup de répétitions par rapport à des éléments ou des pièces de contenu qui sont déjà présents sur le site et sur la Mm. page. C'est juste que quand on a l'attention avec la story, autant envoyer ces pièces d'information qui sont primordiales en fait dans le discours et Ok, dans la là-dessus. communication de ta proposition. Quoi. Là-dessus, j'ai une bonne étude de cas sur laquelle on a travaillé ensemble, Thomas, c'est Oh My Me, qui Ouais. proposait un diagnostic capillaire. En fait, tu sais, c'est une marque qui a évolué d'ailleurs maintenant. J'ai vu qu'ils faisaient un peu de principe actif, un peu plus B2B et tout. Mais Plus en gros, labo, ouais. leur process d'acquisition, c'était beaucoup. Bon, tu sais, ça, c'est des produits capillaires. Et en mode, t'arrives sur le site et en fait, tu remplis un formulaire. Est-ce que j'ai les cheveux bouclés? Est-ce que j'ai les cheveux, je sais pas quoi? Est-ce que tu vois, tac, 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 typologie? Et à la fin, ça Ouais. te donne la solution parfaite. Ok. Et c'est vrai que ça, c'est cool de voir l'aspect un petit peu de chatbot, un peu plus comme ça qu'un espèce de juste d'assistant virtuel, parce que tu rentres dans tu vois, une fois que t'es rentré dans le formulaire, généralement, tu vas jusqu'au bout parce que ça prend un peu de temps. Ouais. Et je pense que ça peut être, ça, en tout cas, ça a été pertinent pour cet exemple, et je pense que ça peut être pertinent pour pas mal de choses. Peut-être même nous dans le SEO, je sais pas, Paul, t'imagines sur ton truc, Bah, je suis TPE, gros truc, individuel, ensuite j'ai besoin de ça, 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 tu vois, et à la fin, ouais. finalement, tu l'emmènes vers un formulaire, mais un peu plus personnalisé. Moi, d'un point de vue SEO, c'est des recos que je fais parfois, mais pas à tous les clients parce que ça dépend s'ils peuvent l'intégrer ou pas en interne. Mais c'est par exemple de se dire, imagine, tu veux ranker sur un énorme mot-clé, je sais pas, un formationnel, genre graines de chia bien fait, par exemple, voilà. Tu peux te dire, ok, en haut de ma page, en fait, je vais déployer un petit quiz juste pour que l'internaute sache si ça peut lui être bénéfique ou pas. Après, il faut voir l'intention de recherche, etc. Mais moi, je trouve que parfois, ça peut être super cool plutôt que de se dire que l'internaute va devoir se taper, je sais pas combien de lignes de texte, etc. pour trouver son info. Peut-être qu'il a juste envie de savoir si ça peut être utile pour lui. Et du coup, des fois, moi, sous format quiz comme ça, je peux le recommander sur certains mots-clés spécifiques. Moi, j'ai un bon avis sur la question. Dis-moi tout. J'en ai un d'un point de vue SEO et j'en ai un d'un point de vue e-com en fait. Et je vais aller au bout de ton case study, Antoine. En fait, ce qui est vraiment cool avec ces formulaires de diagnostic, au-delà de recommander le bon produit, la bonne formulation, la bonne routine pour la bonne raison grâce aux informations que tu as récupérées, c'est que elle te permet déjà d'enregistrer des informations et de les supplémentaires pour ton lead qui rentre en base CRM.
Donc, tu vas Tu prends pouvoir son mail à la fin. segmenter toutes les personnes qui sont passées par le formulaire de diagnostic et Mhm. envoyer seulement des mails aux personnes qui ont des cheveux gras. Tu vois. Et ça, c'est ultra puissant. Ouais, c'est Ensuite, tu vrai. vas pouvoir adapter le contenu même de tes pages d'atterrissage parce que en fonction des informations que tu as récupérées, tu vas pouvoir mettre au moins un petit texte dynamique sur la page d'issue pour personnaliser le discours qui était jusque-là assez broad et global sur les pages d'atterrissage classiques. C'est un super appel à l'action sur du contenu informationnel et organique pour faire le lien avec la partie SEO, parce que c'est souvent difficile sur les pages de blog d'envoyer des utilisateurs directement vers l'achat, particulièrement en e-commerce et peut-être sûrement dans d'autres secteurs. Du coup, le quiz se place un petit peu entre les deux, où tu restes dans une démarche plus ou moins informationnelle, mais tu tends un petit peu plus, tu mets un petit pied vers l'achat, disons. Et en fait, tout ça fait que c'est des super solutions à mettre en place. Et comme tu disais, il y a cette phase d'intégration. C'est souvent en fait des process qui sont longs et lourds à mettre en place. Nous, on a des diagnostics qui ont plus de 120 issues, où Mhm. on est des case studies de Typeform, tellement on a fait des diagnostics poussés et on a fait bugger l'encart logique pour créer tes branches à l'intérieur de Typeform, tellement on a poussé le truc loin. Et donc, généralement, avant de mettre en place ce genre de solution, tu dois t'assurer que tu as vraiment un problème de navigation. Si tu vas sur des sites comme Oh My Me ou même les secrets de Loli, tu vois, ils ont d'abord une structure de menu par besoin, par produit, par préoccupation. Et en fait, concentre-toi là-dessus. Si tu as un impact positif, va plus loin. Crée peut-être un moteur de recherche un peu avancé, mets des filtres sur tes pages de collection. Et si tu as encore des signaux positifs de ce genre de changement, songe peut-être à la mise en place d'un formulaire diagnostic, mais dans tes priorités et dans la manière dont tu dois faire avancer ton site, tu dois toujours prendre en compte la difficulté d'intégration et même la gestion par la suite. Et autant commencer par ces parties-là qui répondent en partie aussi aux besoins, tu vois. Ouais. Non, super clair. Euh, du coup, globalement, est-ce que toi, tu as quand même je sais pas, des erreurs que tu croises souvent ou est-ce que c'est vraiment différent en fait peut-être par rapport à l'éducation du coup du client, par rapport au produit En fait, sur Deployer, tu vois, on intervient quand même à un stade avancé. On est sur des Ouais. marques qui ont stabilisé 1500, 2000 transactions minimum et qui ont pu déjà, on va dire, remettre en question les bases et les fondamentaux de leur funnel. Par contre, on a plusieurs cas de figure. On a des gens qui sont grandement, on va dire, inspirés du concurrent principal en France ou aux US, qui Hmm. vont avoir besoin de créer leur propre parcours et leur propre identité et de prendre leurs propres décisions par rapport à leur propre trafic. Et c'est le cœur du métier. On en a qui ont créé leur parcours, on va dire, à eux par rapport à leurs problématiques business. On en a qui sont à des années-lumière en fait d'avoir un site qui est optimisé. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Euh, Parce que plus ton funnel est simple, plus tu contrôles tes variables. Et Hmm. plus ton funnel est simple, plus techniquement, ça veut dire que tu as mis de l'attention sur ton acquisition, qui était le cœur pour démarrer ton business, générer du momentum et atteindre un minimum de transactions. Et plus nous, on va avoir de leviers à activer en continuant de contrôler les variables sur lesquelles on bosse. Et après, tu as le dernier. Le dernier, c'est celui qui a tout testé, qui a écouté toutes les bonnes pratiques, tout ce qu'il fallait faire. On arrive sur un site, c'est une guirlande, tu vois le nombre d'utilisateurs en live sur la boutique, tu as des compteurs de partout, Hmm. très pushy, très marketing, sur lequel il y a tellement de variables qu'il faut commencer par déconstruire avant d'ajouter des Tu pierres. rajouterais pas. La petite reco, c'est ajouter l'extension Shopify, c'est Casino là. Le truc qui prend tout ton écran et comment elle Ouais, s'appelle cette la roue de la extension? fortune, capture Ouais, le mail. je Et le vois, je le vois partout. donc ça, on va dire, c'est un peu les quatre cas de figure qu'on a, trois ou quatre cas de figure qu'on a sur les personnes qu'on rencontre via Deployer. Mais après, sur le thème, typiquement, en fait, on cible, tu vois, on a quasi 10 000 boutiques qui ont installé le thème sur les dernières années. Moi, je veux passer peut-être, je sais pas, une vingtaine de nouvelles boutiques qui se créent tous les jours avec notre produit. Et là, tu vois tout et n'importe quoi. Mais Hmm. d'un autre côté,
Bon, déjà, tu as une grosse partie de dropshipping, hein, ça reste plus ou moins une bonne partie du marché en e-commerce, où ça Ouais. reprend des visuels fournisseurs, ça se prend pas trop la tête en fait à structurer un funnel. On est sur une phase de testing et souvent, c'est un peu le résultat de la manière dont ils sont éduqués aussi à l'intérieur des formations ou autres. Et puis, ça se professionnalise par la suite. Il y en a qui créent un super beau funnel, un super beau site, nickel, mais qui osent jamais le lancer. Enfin, tu vois, c'est Ouais. pareil, c'est les mêmes stats que dans n'importe quel business d'agence de formation de X et Y. Donc, t'as pas vraiment de règles ou d'état par lequel tout le monde passe. Chacun fait un peu son game comme il veut. Et moi, mon rôle, c'est aussi d'éduquer pour les profils les plus jeunes ou ceux qui se lancent sur le marché, pour pas créer une usine à gaz et rester en contrôle de ce qu'ils font, sachant que quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, de 0 à 204, ton challenge principal, c'est de balayer l'acquisition et de complexifier le reste le moins possible, même si on a tendance à le faire et tendance à se dire, putain, mais ça peut pas être si simple. Mais quand même bah ouais, de continuer à faire des choses le plus simple possible et de se concentrer sur les fondamentaux et ce qui fait que ça marche. Moi, je le répète tout le temps, c'est toujours basique, hein, c'est ta proposition de valeur, les quelques bénéfices de ton produit, justifiés par tes fonctionnalités, vraiment se mettre à la place de l'utilisateur final dans ses chaussettes et de se dire quelle situation il souhaite atteindre par rapport à ma compréhension de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Des super visuels produits, parce qu'à la fin, c'est ce que tu vends en ligne, un prix, le bon prix, et c'est d'ailleurs la première variable à remettre en question, parce que c'est celle qui impacte le plus, et une offre qui vient habiller ce prix et peut-être faire tendre vers plus de revenus. Généralement, c'est le premier levier à activer. Tu vois. Ok. Ok, ça marche. Et si on parle un peu vraiment des étapes d'une prestation de CRO, toi, quand tu onboardes un nouveau client, globalement, il se passe quoi? Est-ce que tu passes tout le temps par les mêmes phases ou pas forcément? Ouais, bah ça a été le challenge. La réalité, c'est que, en fait, nous, on a créé un service qui paraît large et qui paraît croiser, enfin, et qui croise quand même pas mal de corps de métier. Et tout notre rôle, ça a été de le systémiser le plus possible pour que notre cible e-commerce, plus de 2000 transactions par mois Shopify, puisse suivre les mêmes étapes. Que quand on fait une mise à jour sur le service ou sur nos processus, tous nos clients soient impactés et Mhm. qu'encore une fois, nous aussi, on soit en contrôle de nos propres variables et, qu'on puisse quand même avoir cette personnalisation qui se fait grâce au système. Donc, on passe toujours par un premier audit. C'est la première chose que je vends. Hein. Ça part juste du principe de dire je ne peux pas opérer si je ne sais pas quoi faire. Mhm. Et donc, je crée un plan en fait via cet audit. Cet audit n'engage pas forcément sur l'accompagnement qu'il y a derrière et le lancement d'A/B test. On crée des roadmaps par exemple pour des équipes ou des boîtes qui ont déjà leurs équipes, on va dire, en interne. Mais quand même, dans la majeure partie des cas, 90% des cas, on crée le plan à nous pour l'opérer par la suite. Tiens, j'ai une petite question là-dessus. Ouais. Est-ce que tu proposes des audits pour le service? Parce que toi, tu es spécialisé e-commerce Shopify. Est-ce que tu as déjà fait un audit de service? Non, je le fais pour des potes, tu vois. Je le fais pour des potes parce que je vais à peu près regarder les mêmes choses, on va dire passer par les mêmes étapes que sur un audit e-com. Euh, Déjà, c'est pas la spécialité de notre équipe. Et aujourd'hui, tu vois, j'interviens, on va dire, à moitié plus qu'à moitié, disons, sur les audits. J'interviens en review, on va dire, sur les audits CRO qu'on fait pour nos clients. Mais je sais à quel point nos audits font du bien et donnent une bonne vision externe à des personnes qui sont souvent, tout le temps, même là, en fait, la tête dans le guidon et qui, à force de voir leur site, leur funnel, n'ont plus forcément d'idées ou n'arrivent plus à prendre le recul nécessaire. Et donc, pour des boîtes, des vendeurs de formation, SaaS ou n'importe quoi, j'ai pas mal de potes qui sont dans cette typologie de business et je fais des petits audits, je donne mon avis, tu vois. Mais c'est toujours off record, disons. Ok. Aujourd'hui, on n'adresse que des e-commerçants, toute la partie de service et tout ce qu'on a construit au travers les boîtes, que ce soit dans l'opérationnel ou dans la partie stratégique, s'adresse aux e-commerçants, qui plus est sur Shopify.
et je dirais même marché français francophone, c'est vraiment notre spécialité. Ok, Du super. coup, audit. Ouais. Audit, je livre ça en 2 semaines. On retourne l'intégralité de ton funnel. On crée à peu près 6 mois à 1 an d'hypothèses d'optimisation avec toujours une petite phase d'un mois au début pour juste remettre le funnel sur pied. On trouve toujours des incohérences, des bugs, des problèmes fonctionnels. Tout ce qui fait que on a besoin de rétablir la base technique ou visuelle sur laquelle on s'appuie avant d'ajouter des pierres. Et après, on rentre dans des cycles d'optimisation, cette fois-ci mensuels, où nous, notre promesse est simple, avoir toujours une expérimentation en cours. Donc un cycle d'A/B test, c'est comme ça que ça fait partie de la méthode, c'est-à-dire une fois qu'on a l'idée, il faut la soumettre à une expérimentation pour en apprendre plus. Et en fait, grâce à ces cycles d'optimisation et à ce process, le plan se met à jour tout seul, entre guillemets, grâce à nos apprentissages. Ok, super. Est-ce que toi, je t'ai parlé de Nutrimus tout avant parce que c'était un peu ma ref à moi de site où je me dis les conversions ont l'air bonnes, en tout cas c'est sympa de naviguer dessus, c'est clair. Est-ce que toi tu aurais des références comme ça dans, je sais pas, dans différentes thématiques que tu as en tête où tu te dis ok, ça peut être des clients mais pas forcément, hein. Déjà beau, différent de bon. Ouais. C'est pas parce qu'un site claque a une super DA qui réussit à convaincre une plus grosse partie d'utilisateurs que d'autres concurrents. J'ai plein de sites super dégueulasses qui convertissent super bien. Et d'ailleurs, nous, notre métier, c'est pas de faire du beau. Ce que je dis toujours, c'est qu'on n'arrondit pas des bordures. On est là pour aller chercher du profit. Et donc, généralement, dans un premier temps, les trucs que tu actives pour aller générer du profit, c'est des prix, c'est des pourcentages de réduction, c'est des offres sur la quantité, c'est des paliers de livraison. Tu vas toucher à ce qui se situe le plus haut possible dans ce qu'on appelle, nous, la pyramide de l'impact, dans la manière dont ton utilisateur prend une décision d'achat. Ta question, c'était, est-ce que j'ai des refs ? Ouais, c'est ça, quelques références de sites où tu te dis ça a l'air de bien se passer, ou ça se passe bien parce qu'on a fait une presta pour eux, ou parce qu'on a leurs stats. En vrai, j'ai 1000 trucs à dire sur ce sujet. J'ai déjà dit que beau n'était pas forcément égal à performant. Oui, j'ai plein de sources d'inspiration, mais je ne juge jamais une boîte sans connaître ce qui se passe sous le capot, disons, tu vois. Je vais Ouais, vous dire mes sources d'inspiration. Je m'en inspire plus pour savoir comment intégrer des variantes sur des offres, être créatif, et que dans mes propositions, une fois que j'ai un constat sous les yeux, je puisse avoir de la matière à appuyer, à envoyer à mes designers ou envoyer aux clients pour savoir comment on va pouvoir répondre, aligner une solution à l'hypothèse qu'on va trouver. Ensuite, le taux de conversion, c'est une donnée que 100% des e-commerçants suivent comme une des données principales de performance de leur business. Malheureusement, désolé, mais elle veut rien dire. Parce que plus tu croises de sources de trafic, donc tu as des niveaux d'éducation qui varient, plus tu vas ajouter de variables et de complexité, on va dire, à ton point d'entrée de funnel et donc aux personnes qui te découvrent, plus tu vas affecter ce taux de conversion, et moins tu vas trouver d'actions précises à mener en le regardant. C'est même d'ailleurs jamais le cas en fait. Jamais tu te dis, je vois mon taux de conversion à 0,5, je sais exactement quoi faire. Donc un taux de conversion, s'il veut être significatif, c'est une donnée qui se segmente par source de trafic, par produit, etc., etc. Et tu peux difficilement juger la performance de tout un business dessus, même si le site est beau, même si le site paraît être convaincant. On va dire, moi, ce que je vais plus regarder dans mes inspirations, comme je te l'ai dit, c'est de la feature, c'est des manières de mettre en avant telle information que je trouve assez originale ou même unique, ou que j'avais pas vu jusqu'à maintenant. Et donc là, je vais l'ajouter, on va dire, dans ma liste de refs. Le repeat, par exemple, comme sur Nutrimuscle, affecte évidemment le taux de conversion. Une marque qui a 70% des acheteurs qui réachètent ont un trafic qui est tellement chaud, en fait, dans la majeure partie des cas, qu'il faut absolument l'exclure si tu veux lire ton taux de conversion et te concentrer sur des questions de premier achat et de première conversion. Ouais. Nutrimus, je pense qu'ils ont un truc qui peut t'intéresser. Ils appellent ça, je crois, le NM Club.
Je crois que c'est justement, tu payes un abonnement à Nutrimuscle pour en fait économiser un petit peu d'argent sur tes livraisons tous les mois en fait. Ouais. Donc ils ont carrément un club de fidélité en fait, vraiment lié à l'achat récurrent. Et enfin bref, ça me fait penser à ça, mais du coup, ok, je vois bien la logique. Ouais. Et après, ça, c'est le challenge, on va dire. Je fais ma transition tout seul, mais notre métier et notre méthode, elle sert à augmenter des profits. Elle sert aussi à pas en perdre. Quand on intègre des nouveaux produits, quand on complexifie notre catalogue, quand on ajoute des nouvelles features. Et elle sert aussi à répondre à des problématiques internes. Par exemple, tu vois, c'est un sujet, par exemple, sur Boku qu'on accompagne. Euh, une des variables sur lesquelles on pensait avoir le plus d'impact était le taux de retour. Et en fait, ça revient dans notre process, c'est-à-dire comment on craque le taux de retour, on le réduit ou on l'affecte positivement. Eh bien, on crée une hypothèse, on soumet des expérimentations et des tests. Et en fait, oui, ça affecte le profit, mais d'un autre côté, on joue plus directement sur le taux de conversion. Et Ouais, ok. le point que je voulais faire avec la partie loyalty, rewards, tu vois, genre Nutrimuscle, ça devient une belle usine, tu vois. Pas mal de produits, des modules d'abonnement, des offres sur la quantité qui sont compatibles avec ces modules d'abonnement, un espace de fidélité et de reward, tout doit Ouais. être compatible. On doit engager un petit peu plus les personnes à prendre l'abonnement parce que du coup, ils vont récupérer plus de points sur le système. Du coup, tu travailles naturellement plus tes comptes utilisateurs parce que ça devient un vrai espace central sur la manière dont tu gères tes rétentions et le trafic qui te fait confiance en fait pour sécuriser les prochains achats. Et du coup, d'un sujet simple où tu te dis il faut que je convertisse plus de personnes et qui dépensent plus, tu te retrouves à balayer et à revenir de droite à gauche sur l'intégralité du funnel, voire même les pages sur lesquelles tu avais mis le moins d'attention, voire même tu connaissais même pas leur existence. Tu Ouais. Ouais, ok. Ok, je vois bien. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, à quelqu'un qui souhaiterait devenir bon en CRO de manière efficace, un peu rapide, qui se dit, ok, c'est bon, c'est mon focus, le CRO, je veux être très bon là-dedans. vois. C'est une bonne question. Et en fait, vu que le CRO est un croisement de cœurs de métier, dans lesquels faut pas que tu sois incroyable quelque part, faut que tu sois moyen partout en fait. C'est un peu Mm. c'est pour ça que moi, en tant que, on va dire, entrepreneur, créateur de business, je m'y suis bien retrouvé. Euh, Tu dois avoir un peu une base dans tout. Mais j'ai envie de dire le cœur et le truc le plus important, c'est que tu saches te mettre dans les baskets de la personne, du client final, de celui qui navigue sur l'interface que tu vas chercher à optimiser. Et Mhm. pour moi, cette base de psychologie humaine, elle est fondamentale. Et une fois que tu l'as, tu vas pouvoir acquérir le reste assez facilement parce que c'est de la technique et il faut juste le retourner pour être meilleur tous les jours. Tu vois. Lis des bouquins, comprends comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne comment on active en fait tous les facteurs qui amènent à une prise de décision et puis à un achat plus tard. Comprends qu'est-ce qui affecte, comprends tout ce qui est lié aux émotions qu'on arrive à générer ou à transmettre à un utilisateur. Et pour moi, tu auras la base la plus solide pour commencer à, à optimiser un site parce qu'à la fin, tu continues de t'adresser à des personnes comme toi et moi qui ont une vie, qui ont une routine, Mhm. qui ont des objectifs, qui ont une situation dans laquelle ils se trouvent, un problème à résoudre et c'est ça que tu dois fixer. Ok, ok, super clair. Ça me fait penser à. J'ai eu une période comme ça quand j'étais en DUT. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Tu vois, là, le SEO, j'en avais même pas entendu parler ni rien. Ouais. Mais par contre, je commençais quand même à m'intéresser à la psychologie humaine et j'avais lu quelques livres, pour ne citer que Influence et Manipulation, ce genre de trucs. Et franchement, aujourd'hui, je vois que vraiment ça m'aide. Enfin, j'ai l'impression que ça t'apporte une grille de lecture en fait. Et même enfin, peut-être pas directement dans le SEO, mais tu vois, t'as aussi cette notion un peu d'intention de recherche, de se mettre à la place de l'internaute, de lui apporter les bonnes informations dans le bon ordre, etc. Et je pense vraiment que je suis convaincu À que c'est fond. une super base. Même les biais cognitifs et tout.
C'est des que trucs. tu appliques en créant du contenu. De toute façon, tu es obligé en fait d'avoir cette part et d'essayer de te mettre dans les chaussures de la personne qui est en face de toi. Et surtout, bien différencier les principes fondamentaux autour desquels sont régis tout ce qu'on fait en acquisition, en X et en Y. Bien différencier ça des hacks, des nouvelles Ouais. méthodes, des modules de story, etc. Parce qu'en fait, tout ça va t'empêcher d'arriver jusqu'aux principes fondamentaux. Et pour moi, c'est ces principes fondamentaux-là que tu dois apprendre et que tu dois maîtriser. Et derrière la psychologie humaine, il y a plein de piliers et il y en a plein à comprendre et à maîtriser. Et pareil sur d'autres parties comme le copywriting ou le marketing, qui s'appuient sur des principes fondamentaux qu'on appliquait sur des journaux, des lettres à l'époque, en termes de structure, pour capter l'attention. Et tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait, même si les outils ont changé, sont basés sur ces principes-là. Et pour moi, c'est ces principes que tu dois maîtriser. Le reste, tu sauras l'acquérir ou au moins t'adapter parce que les outils et les supports changent constamment. Tu vois. Je suis archi d'accord parce que en fait, il y a deux aspects dans la vie que j'ai poussé, deux domaines, le SEO et la muscu, tu vois. Et je te jure que c'est vraiment les mêmes patterns, c'est vraiment différencier les principes fondamentaux des techniques. Et par exemple, bah, pour ceux qui nous écoutent, qui se penchent sur le SEO, vous avez la technique du cocon sémantique qui repose sur un principe fondamental du maillage interne thématisé, par exemple. Genre, c'est vraiment. Et la muscu, c'est pareil, tu peux avoir, je sais pas, une diète très précise qui au final se repose sur bon bah combien de calories tu manges, combien t'en dépenses dans la journée, enfin et Ouais. à chaque fois c'est ça et je suis archi d'accord. Je suis vraiment Moi, je me bute à la course à pied, même si ouais. je fais de la muscu et l'aspect, le pilier santé est primordial. Et je checkais un, un reportage ou une sorte de documentaire sur le fait de casser la barrière des 2 heures au marathon. Et du OK. coup, tu as des personnes qui sont arrivées avec cette méthode. Comme nous, on arrive avec une méthode pour Oui, optimiser oui. ton site et contrôler tes variables, rendre ça rationnel. Eh bien, eux, ils sont arrivés avec la méthode pour courir un marathon en moins de 2 heures. Et en fait, ça se base sur 3 piliers super simples. L'entraînement, la nourriture et la récupération. Et on cherche des types d'athlètes qui ont, encore une fois, 3 choses. Une bonne VO2 max, assez d'acide lactique dans le sang pour pas épuiser trop leurs muscles, ou je sais plus comment ça se Ouais, OK. passe. Et un troisième pilier, bref, je m'en souviens plus. Et c'est tout. Rien de plus. Ah ouais. Non mais c'est super intéressant. En fait, c'est un peu le truc ouais du principe brut versus méthode un peu brandée et marketée et au final Et tu peux mettre les meilleures chaussures. Tu peux me mettre les meilleures chaussures, je casserai jamais la barre des 2 heures, tu vois. Tu peux mettre la meilleure Garmin ou tel outil ou feature, je peux m'alimenter de la meilleure manière pendant que je cours. En fait, si je suis pas au top sur les 3 principes qui créent mes fondations de corps, je n'ai pas les aptitudes ouais. pour le faire. Ouais, non, mais je pense que cette vision-là, vraiment principe versus technique versus méthode, c'est super intéressant de retenir. Je pense qu'au début, quand tu te penches sur un sujet, t'arrives pas trop à faire la différence. Ouais. Mais Et t'es vachement aveuglé souvent par l'aspect feature, on va dire. L'aspect mm, trendy, l'aspect tool, où tu te dis, bah, si les meilleurs utilisent cet outil, c'est que pour devenir le meilleur, je dois le faire. Parfois, c'est vrai, mais il faut pas oublier en fait tous les fondamentaux qui se cachent derrière. mm. Ouais, clairement. Bah, en parlant de tool, c'était la prochaine question. Juste avant, je rappelle rapidement les sponsors du podcast. Donc, on remercie Linkuma, Switch et Tot SEO. Donc, vous avez des liens qui se trouvent en description. Et ouais, du coup, moi, je me demandais en faisant le plan du podcast, est-ce que toi, tu as des outils, enfin, j'imagine que tu en as, hein, que tu utilises, et du coup, quels seraient ceux que tu utilises le plus dans tes prestats CRO? Nous, on a les nôtres, tu vois, en SEO. C'est quoi tes refs à toi, niveau outils? Ouais. Nous, on a tout construit sur Notion. Ok. Si Notion plante, on n'a plus de boulot. Mais je dirais Notion, c'est central pour opérer et communiquer au quotidien tout notre suivi CRM. Bref,
Tout est host sur Notion. Sinon, les outils qui sont propres à notre activité, le premier, c'est IntelliGems. On a testé plein d'outils, de solutions d'A/B testing. Et du coup, IntelliGems, c'est le software qui est sans lequel on peut pas opérer, qui permet d'effectuer des splits de trafic et de montrer des versions différentes aux utilisateurs en fonction de différentes conditions. Je peux montrer des versions différentes pour tous les utilisateurs qui arrivent sur la page d'accueil, mais je peux aussi cibler une créa spécifique sur Facebook pour que mon test se déclenche seulement sur cette partie-là. Je peux faire différents types de tests jusqu'à faire des tests dynamiques et multivariés. C'est des outils très avancés qui récoltent non pas, qui me permettent de suivre pas que des données sur la conversion ou le panier moyen ou le revenu par utilisateur. Je peux suivre le nombre de personnes sur Nutrimuscle qui se sont abonnés parce que peut-être j'ai augmenté mon taux de conversion, mais j'ai moins de personnes qui sont rentrées dans le cycle de subscription. Et peut-être que c'est à corréler à la fin aux résultats et aux profits que le business génère. Et tout ça, faut le garder à l'œil. Et pour moi, c'est un outil qui est indispensable, qui est lié à Shopify et qui travaille avec des données serveurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est devenu central, même si on en a testé plein, parce que c'est celui qui a le moins de pertes d'infos, qui nous permet de valider donc des tests plus vite et d'avoir tout ce qu'il faut pour tirer des bonnes conclusions. Ok. Outils d'analyse classiques, les analytics de Shopify deviennent de plus en plus stylées et complètes et nous permettent quasi de mener des audits en intégralité sur ces outils-là. C'est toujours allié avec GA4, principalement parce que sur GA4, tu peux continuer de faire des événements personnalisés et traquer des events un petit peu plus profonds que les analytics globales que tu as sur Shopify. J'utilise Clarity, j'utilise Lucky Orange en vrai en audit parce que j'arrive mieux à trigger certaines interactions. Mais sinon, j'utilise Clarity. C'est 2 logiciels de heatmap qui me permettent de voir les niveaux de scroll, les interactions avec certains boutons, les endroits qui sont cliqués, ceux qui ne le sont pas, qui me donnent encore une fois une source d'information supplémentaire D'ailleurs, sur c'est mes très phases marrant d'analyse. C'est très rigolo de regarder les Clarity parce que si tu vois vraiment la souris du visiteur et Ouais, tu il y a vois des parfois quand il y a enregistrements d'écran. Ouais, c'est ça, tu le vois bugger par exemple, il essaie de cliquer 3 fois sur un bouton, ensuite Rage tu vois, click. Il te le met tu dans vois une vraiment catégorie les rage rage click. click, ouais. Ouais. C'est marrant, tu les vois vraiment rager. Nous on a fait un On doit Clarity. péter des câbles. Mais Ouais. c'est des super sources d'informations. C'est des outils qui sont bien, mais trop complets. C'est-à-dire que si tu sais pas ce que tu recherches, tu peux facilement passer une semaine dessus sans tirer aucune conclusion. Donc c'est pour ça que ça rentre à une phase précise de ton analyse et tu dois savoir l'utiliser et savoir ce que tu recherches. ChatGPT, parce qu'aujourd'hui il est capable de capter des exports de commandes et aller beaucoup plus loin dans la manière dont on reçoit des informations sur les interactions avec certains utilisateurs, sur les orders et ce qui se passe à l'intérieur, et bref, 1000 manières de l'utiliser ou de compléter ton analyse. Et après, là, je suis que dans la stratégie. Je suis que dans trouver l'idée, tu vois. Pour l'opérationnel, j'ai besoin d'un IDE, j'ai besoin de GitHub, j'ai besoin de Figma, j'ai besoin de tous les outils qu'il me faut pour bien définir le besoin, le mettre en production correctement, ne pas affecter mes versions en prod, parce que si on cherche à optimiser un site, il n'y a rien de pire que de le bugger et d'avoir quelque chose qui ne marche plus. Je dirais le premier facteur d'optimisation de conversion et le premier truc à regarder, c'est les problèmes qu'on a sur son site. On en a beaucoup plus qu'on ne le pense et tout le monde en a qui traînent et il manquerait plus que nous on en crée, tu vois. Genre sachant que notre promesse de base c'est de se dire je ne peux pas te garantir de résultats parce que ça dépend des tests et je peux avoir des résultats différents sur les tests, sinon on les testerait plus, mais ce que je peux te garantir c'est de pas affecter négativement tes performances parce que j'ai la possibilité de revenir en arrière grâce à ma méthode. Il manquerait plus que je laisse des bugs, tu vois. Tu pourrais faire un anti-branding. Tu fais une landing page. On fait bugger votre site. On fait bugger votre site en 3 steps. Je pense que ça va convertir. Ça, c'est faire. C'est un des trucs les plus faciles. Toi, du coup, tu fais un zoom sur Shopify. Pourquoi avoir fait ce focus-là ? Pourquoi avoir fait le focus sur Shopify ? Ça part de ton histoire, c'est un peu, non ?
Ouais, ça part un peu de mon histoire, je t'avoue. Déjà parce que tu as une question de contrôle de ta stack en interne. Euh, Tu vois, par exemple, pour nous, sur l'opérationnel, nos process seraient plus complexes à gérer si nos devs devaient gérer toutes les stacks. Et aujourd'hui, on est vraiment Ouais. expert et spécialisé à fond sur Shopify. On peut normer certains composants ou méthodes de travail. On sait exactement quel type de profil on recherche. Et ça, quand même, ça facilite tout notre manière de gérer en interne. En plus d'avoir ce pattern commun entre nos solutions, que ce soit le thème, l'agence de dev ou deployer, on a des moyens en interne de faire avancer les 3 boîtes en même temps grâce à une stack qui est similaire. Dans des cas de rush, de faire monter un dev de l'agence de dev sur deployer ou d'en faire descendre un de deployer sur l'agence de dev. Mais à la base, c'est parce que je me suis spécialisé, j'ai décidé de me spécialiser sur la partie e-commerce, Shopify donc, parce que c'est la solution la plus avancée, on va dire, sur le domaine. C'est une solution qui avait son propre langage. Et moi, au début, quand je faisais des petits formats code HTML, CSS, j'étais perdu dans un océan rouge où tout le monde parlait de la même chose et c'était impossible de me différencier face au mastodonte. Et en fait, sur Shopify, c'était exactement le même taf. Sauf que tu mettais Shopify à la fin de tes titres et j'ai réussi à me différencier du jour au lendemain et de créer mon océan bleu vert à moi. Et en fait, je suis resté dans cet écosystème. Euh, donc d'abord via le thème, ensuite via quelques formations. Ensuite j'ai arrêté la formation parce qu'on avait eu un bon timing de marché sur l'agence. Et aujourd'hui, il y a tellement à faire encore sur le domaine et sur la cible qu'on n'adresse pas d'autres stacks techniques. Même si la manière de réfléchir et de créer des roadmaps, et ça pour le coup on l'a fait, serait la même, parce que du coup, les données que j'analyse sont les mêmes, la manière de réfléchir ou les bonnes pratiques à appliquer sur ton funnel de vente sont pas forcément liées au CMS que tu utilises. Rien n'empêche que j'aime quand même poursuivre la collaboration quand je livre un audit, que je me centre sur des utilisateurs sur Shopify, que c'est la solution numéro 1 sur le marché, et que tout le reste, on va dire en termes de stack, est assez bancal. Je sais que vous prenez peut-être WordPress. WordPress, on est sur une stack en PHP. Il n'y a aucun plugin qui est normé ou qui communique correctement entre eux. Ou alors, il faut Ouais. vraiment bien les connaître ou avoir sa liste précise. Les Magento, les PrestaShop, les X et Y, c'est un peu le même délire, même si j'avoue que j'ai pas tant creusé le sujet que ça. Je sais que c'est des stacks qui diffèrent et aujourd'hui, je dois rester focus. Tu vois. Ouais, mais Ok. nous qui sommes SEO, on a fait un épisode, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur les meilleurs CMS pour les Ouais, besoins, et on s'est quand même mis d'accord que Shopify pour le e-com c'était le premier. Pour te dire que nous, WooCommerce, ouais. pour nous, c'est pas la solution miracle, même si oui, en tant que SEO, on aime bien, tu vois, les petits Elementor et tout qui nous permettent de bosser facilement. Mais on est d'accord que ouais, Shopify, c'est hyper stable. Bon, voilà, ça demande du liquide, ça demande un dev. Si tu veux vraiment faire du SEO sur Shopify, t'as besoin d'un Thomas Giraud dans la boucle, quoi. Contrairement à Ouais, le un nombre WooCommerce d'audits de base. SEO qu'on a dû intégrer, mais il y a des limitations. Shopify est en train de vachement améliorer ça quand même depuis toujours, mais je les connais pour avoir tué les sujets de SEO. Oui, t'as pas accès à ton sitemap ou robot.txt. Oui, parfois t'es cantonné au suffixe sur les marchés et t'as pas la possibilité que tu veux sur la gestion de tes domaines ou tes sous-domaines. Mais sur le reste, plus ou moins, tu peux tout faire. D'ailleurs, à ce niveau-là, quel est ton thème préféré sur Shopify? T'aimes full stack, les gars. C'est ton thème, du On coup, s'y si attendait. tu peux en parler un peu. Non, je conseille pas mon thème full stack quand même dans quelques points. Euh, le thème, mon thème préféré et le meilleur thème qui existe sur Shopify, c'est le thème le plus simple et c'est le thème dans lequel tous les composants qui sont inclus sur ce thème sont utiles pour ta boutique. C'est pour ça qu'à un certain stade, mon thème full stack,
n'est plus le produit que je te recommande parce que tu traînes quand même plein de fonctionnalités, plein de features qui vont t'aider à découvrir ce qui marche sur ton business, qui vont t'aider un peu à structurer les règles et ce qui marche pour ton activité. Mais à un moment, tu vas devoir te séparer de cette caravane, disons, que tu traînes et centrer les fonctionnalités et ce que tu utilises sur ton thème pour ton activité à toi et ce qui t'est propre. Et généralement, le premier message d'alerte, c'est quand ton activité se développe assez et que tu commences à avoir besoin de composants supplémentaires, spécifiques, des calculateurs de dimensions ou de surface, bref, propres à ton activité. C'est les premières alertes qui te disent tu dois créer une expérience qui est propre à tes besoins, à ta boutique, à ta typologie de produits et te détacher des généralités. Mais ça arrive tard quand même. Ça arrive quand tu es déjà dans le 1%, que tu as déjà réussi à stabiliser du trafic, à avoir une proposition de valeur qui rayonne et qui résonne, on va dire, chez ta cible pour réutiliser les termes. Et donc, avant ça, pour moi, tu as deux choix. Soit tu fais le choix de la simplicité, tu utilises un thème down classique, thème 2.0 déjà et je crois que tu as les 3.0 qui sont en cours sur Shopify, mais tu utilises les derniers thèmes gratuits de Shopify. Les thèmes payants qui sont référencés sur la plateforme sont beaux, sont super sexy, mais ils ont rien de plus performant qu'un thème gratuit sur Shopify. Généralement, tu fais le choix de la beauté quand tu achètes un thème payant sur Shopify, tu fais pas le choix de la performance. Donc tu utilises un thème gratuit parce que c'est ceux qui ont les meilleures normes ou les meilleures pratiques aussi en termes de structure et de développement. C'est vrai que pour les ballons, c'est une dinguerie, on sait pas d'où ça vient. On dirait On a eu un pouce tout à l'heure. C'est la première fois que ça mais vient. en fait, c'est Apple qui a des réactions. Je peux les activer, mais j'en ai plusieurs si je mets Attends, peu importe. Les auditeurs, j'en glisserai en scred. Les auditeurs Spotify en PLS qui comprennent pas ce qui se passe. Ouais, c'est vrai, faut penser à tout le monde. Je disais quoi? Thème léger, du coup, gratuit 3.0 sur. Ouais, en gros, les thèmes gratuits de Shopify et créés par Shopify, c'est les termes qui annoncent les trends, qui incluent toutes les dernières pratiques aujourd'hui en termes de développement, qui ont la meilleure vitesse de chargement, qui sont les thèmes les plus simples. Et en fait, avoir un thème simple, ça te force à avoir des variables simples sur ton funnel, à pas le complexifier. Plus tu vas avoir d'options, plus tu vas avoir tendance à toutes les mettre sur ta boutique, à toutes les activer et à plus être en contrôle de rien en fait à la fin. Et c'est ce que je prône aussi via notre thème qui inclut beaucoup de fonctionnalités dans tous nos discours, c'est de se dire faites des choses simples. Une des vidéos qui me rapporte le plus de trafic, c'est une vidéo qui dit n'achetez pas de thème Shopify. Commencez par une version gratuite, un thème gratuit ou notre version de gratuite à nous qui est simplifiée. Validez votre business, stabilisez du trafic et commencez à ajouter des briques en partant de votre offre, la manière dont vous challengez vos utilisateurs sur la livraison, la mise en avant de vos garanties, une meilleure communication sur vos bienfaits. Mais commencez pas à ajouter de la feature dans tous les sens parce que ça ne changera rien à vos perfs. Au contraire, vous ne saurez plus quoi agir au moment où ça ira mal. Thème gratuit, down, meilleur thème Shopify pour valider son business. Si on a déjà du momentum, on utilise une solution comme la nôtre parce qu'en fait, elle te permet d'économiser en application et d'avoir que des composants natifs qui permettent d'avoir moins de problèmes en fait sur les phases les plus dangereuses, on va dire, sélection de variantes, add to cart, panier, procéder au paiement. Et ensuite, c'est du sur-mesure, t'as pas le choix. J'aime bien cette vision. Pareil sur WordPress, tu vois, le top du top, on le fait pas parce que ça demande beaucoup de ressources tech. C'est le thème natif entre guillemets de WordPress qui s'appelle Gutenberg, tu vois, sur lequel en effet tu vas faire un petit peu de PHP. C'est vraiment la meilleure tech que tu puisses faire, tu vois. Et je trouve que c'est qu'elle est simple. Ouais, c'est ça. Tu pars sur le truc le plus simple possible. Et pour le peu de besoins que tu vas avoir, tu demandes en effet à un dev vraiment de te faire le besoin. Ce qui fait que tu pourras pas avoir plus léger. Déjà qu'un Shopify, c'est assez lourd, ce qui est normal, tu vois, ça reste un CMS. Et moi, c'est aussi une raison pour laquelle on reste sur Shopify. C'est qu'en fait, on a encore plein de trucs à creuser à l'intérieur de Shopify. Nos devs travaillent sur les standards définis par Shopify. Et donc, ils scrutent toutes les mises à jour qui sont faites sur ces thèmes-là pour travailler dans le même sens que ces standards. Et évidemment,
créer des composants qui sont propres et qui vont pas à l'encontre de la base et de la stack technique sur laquelle tu t'appuies. Et aujourd'hui, les standards et justement les règles, on va dire, en termes de bonnes pratiques, sont définies à l'intérieur de ces thèmes gratuits. Et c'est la raison pour laquelle je les recommande. Parce que rien n'empêche que typiquement, c'est valable aussi en SEO, tu vois, le pilier technique, il est fondamental, et tout le travail que tu vas faire en backlinks, en autorité ou en contenu pourra être affecté si tu t'appuies pas sur la bonne base. Et cette base, elle doit être rapide, elle doit être simple, elle doit respecter les bonnes pratiques. Et du coup, avoir un thème classique, basique, gratuit, c'est le meilleur moyen de rentrer dans ces clous-là. Tu vois. Ok. Bon, bah, en tout cas, je pense que les auditeurs auront des ressources à aller checker. En parlant de ressources, est-ce que tu as aussi des extensions, enfin des applications Shopify que tu aimes bien pour faire, je sais pas, certaines features? T'en as qui sont indispensables. Je pense au CRM, Klaviyo. Je pense au module d'abonnement, Recharge, Yotpo ou même Shopify Subscription qui se développe bien. Ok. Je pense au module de traduction, Translate and Adapt de Shopify qui se développe bien aussi. Sinon, Langify et Weglot. Je pense à tout ce qui nécessite une base de données, ce qu'on n'a pas à disposition à l'intérieur d'un thème, et qui traite des informations, qui doit stocker des informations autres que les informations produites. Je pense aux avis, Loox, Judge Me, Shopify Review, Yotpo également. C'est quasi des indispensables en fait, parce que sinon je vais pouvoir créer des sections fixes qui stockent du contenu, mais je vais pas pouvoir récolter des avis en dynamique de la part de mes utilisateurs, avoir des questions-réponses qui sont hébergées et stockées de la part de mes utilisateurs et de mon trafic. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la base. Tout le reste, c'est plutôt quelles applis je recommande pas. On peut faire ça. Allez, ça va être rigolo. Outre ce que j'ai dit, je ne recommande aucune application qui injecte des composants visuels sur votre site parce qu'elles vont à l'encontre de votre stack technique. Généralement, une application, c'est rien de plus qu'un site externe qui est chargé à l'intérieur de ton site à toi. Et donc, c'est une base de données, c'est un serveur supplémentaire que chacun de tes utilisateurs doit charger en plus. Ouais. Et généralement, les utilisateurs intègrent des applications qui affectent l'aspect visuel de leur site par limite technique. Mais ça coûte cher parce que déjà c'est des applis qui chargent mensuellement, et ça coûte cher aussi sur la stabilité de ton tunnel de vente et des potentielles erreurs, parce qu'on a eu plein de fois le modèle dans lequel l'application se met à jour et en fait l'intégralité de ton site saute. On a eu plein de fois des problèmes de compatibilité entre applications, c'est-à-dire que quand j'en mets une qui est vraiment indispensable à mon business, elle rentre en conflit avec l'autre application qui injecte simplement une barre d'annonce, on va dire, sur mon site. Et donc faites très attention à ça. Je dirais même trouver la solution la plus simple. Si vous n'avez pas de personnes techniques et je sais pas, vous devez créer un module de précommande, installez pas précommande app, je sais pas quoi, parce qu'en fait elle va affecter des points centraux sur votre site, et jouez simplement avec des mentions de texte à afficher sur votre funnel pour prévenir que le produit il est out of stock, qu'il sera livré plus tard, que la commande elle sera divisée, et améliorer vos séquences de mails pour bien communiquer sur ce sujet. Ça suffira largement jusqu'à que vous ayez assez de volume pour créer des composants natifs. Ok. C'est vraiment ma reco la plus forte, parce que 90% des apps Shopify sont des apps qui injectent visuellement des composants sur le site et qui pourrissent, voire anéantissent les structures visuelles. Je pense aussi au builder de page qui te permet d'avoir plus d'options que ce que tu peux avoir sur un thème classique. Mais en fait, c'est pour votre bien. Si votre thème est limité, c'est pour votre bien, c'est pour que vous vous concentriez sur l'essentiel, croyez-moi. Ok, super clair. C'est quoi ta meilleure étude de cas en CRO? Est-ce que tu as un exemple? Tu te dis, bon, ça, depuis la création de l'agence, par exemple, c'est vraiment le meilleur cas qu'on ait eu. Le meilleur cas qu'on ait eu, il est récent. Il a 3 mois. 3 Ok. mois, 7 A/B tests. J'en ai seulement 2 de perdants. Et je fais plus de 50% d'augmentation du revenu moyen par utilisateur. Ok. Donc c'est une dinguerie en fait, littéralement. Ce qui est intéressant sur ces cas d'études-là,
c'est que, outre le fait que j'affecte instantanément le business, que toutes les campagnes publicitaires deviennent directement plus rentables sans toucher aux campagnes publicitaires, c'est quelque chose qu'on ne... Pardon ? Oh. Vas-y, t'inquiète. C'est quelque chose qu'on voit difficilement en fait sur le dashboard global du business, parce qu'en fait, au fur et à mesure, et vu que c'est par palier itératif, disons, vu qu'elle débloque un petit peu plus de rentabilité à chaque test et à chaque itération, bah, du coup, elle appuie plus en publicité. Et du coup, on ramène du trafic qui est moins éduqué et plus large. Et du coup, tes performances en termes de conversion, ou principalement en termes de conversion, sont un peu noyées dans cet amas de nouveaux trafics moins éduqués sur la marque. Mais ça se ressent directement sur les performances du business. Et ça, on va dire, c'est un très bon cas d'étude récent. C'est rare, sincèrement, d'enchaîner autant de tests positifs, et particulièrement au début. Mais tant mieux, parce que ça nous permet de créer une relation de confiance dès le début, et de se permettre de s'adresser à des plus petites variables par le temps, qui sont tout aussi importantes pour le business. Tu vois. Je crois que je l'ai vu passer, ce test. C'était pas le vendu en pharmacie, non ? Non. Ça, c'est un test qu'on a fait sur, bien fonctionné, non sur Hydratis. Et il y a un truc un peu à comprendre sur les A/B tests qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à se dire que les tests les plus complexes ou les plus difficiles à développer sont ceux qui vont naturellement apporter le plus de résultats. Tu vois, on parlait des formulaires de diagnostic, on peut parler aussi des builders de pack X et Y. Parfois, une simple ligne de texte sur les retours sur une marque de prêt-à-porter qui communiquait mal à ce propos, ou sur les garanties, peut apporter autant, si ce n'est plus, de résultats qu'un composant qui a été complexe à développer. Et c'est pour ça qu'il faut tout considérer, et c'est pour ça que la psychologie humaine reste centrale dans notre métier, de comprendre en fait quelles sont leurs objections et de quoi ils ont besoin. Non, mais super intéressant. D'un point de vue plutôt business de ton côté, est-ce que tu peux nous détailler dans les grandes lignes ta stratégie d'acquisition ? Moi, je voulais te poser cette question-là pour le branding, personal branding, parce que tu as l'air pas mal focus dessus, mais tu as peut-être d'autres composantes aussi qui t'aident. Ouais. Déjà, j'ai un bon écosystème de solutions qui se nourrit pas mal. Généralement, si je perds un client sur Deployer, c'est parce qu'on avait fait les tests les plus importants pour lui, mais il reste quand même dans notre écosystème de production via l'agence de dev qui assure son support, sa maintenance et la stabilité de son site. Un membre du thème qui commence à générer du volume va nous consulter pour avoir un audit ou un avis sur sa boutique. Et puis, on va le plugger aussi avec l'agence de dev qui va lui assurer un support technique avancé. Donc, on a un bon écosystème qui se nourrit de cette manière. Et on a des stratégies d'acquisition qui diffèrent vachement en fonction des boîtes. Il y en a une qui est globale, c'est mon contenu sur YouTube. Déjà, c'est le format avec lequel je suis le plus à l'aise. J'adore faire de la vidéo, communiquer, transmettre des connaissances, essayer de théoriser des choses qu'on apprend, qu'on conclut au quotidien à l'intérieur de la boîte. Et ce qui est cool, c'est que en fait, ça impacte aussi les trois structures. Parce que le thème full stack et drive de l'autorité par rapport à l'agence CRO qui travaille avec des super marques, et on y intègre aussi nos conclusions à l'intérieur. Donc, les personnes ont envie en fait de rentrer dans cet écosystème. D'un autre côté, les marques qui s'identifient à des Boku, Hydratis ou MyVariation ont aussi envie de travailler avec les personnes qui sont derrière ces funnels-là. Et donc, mon rôle, c'est aussi de le faire savoir et de partager aussi une part de nos conclusions. Et puis, sur la partie technique, ça reste le cœur de métier. Et c'est comme ça que j'ai aussi abordé le contenu via YouTube. Et donc, cette brique, elle reste toujours, et elle permet... Elle drive aussi de la crédibilité instantanément sur l'UVIK. Donc, le contenu, c'est une grosse phase d'acquisition. Maintenant, mon contenu YouTube, je t'avoue, il rapporte quand même beaucoup plus de leads au quotidien sur mon thème Shopify, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de débutants en fait dans la part de e-commerçant global, disons, que l'échantillon qu'on ramasse entre guillemets est plus centré sur le thème Shopify. Maintenant, on a aussi besoin de 10 fois ou 100 fois moins de leads pour l'agence pour driver à peu près le même niveau de revenus de la part d'un client.
Donc, l'organique, super important, surtout que les vidéos YouTube rankent sur Google. Elles sont mises en avant par ChatGPT. Ça crée déjà un bon écosystème sur les réseaux de recherche qu'on travaille aussi via des articles de blog. On est premier sur la requête agence SEO Shopify. Si tu veux être premier sur agence Shopify, tu peux nous contacter. Avec plaisir. Avec plaisir. Elle est pas très concurrentielle en plus, agence Shopify. Ouais. Ouais, elle passe. Et je pense qu'elle On en parle là. pas mal de business. Mais pour une petite agence, je te donne une petite requête qui est grave facile à aller chercher et sur laquelle devrait t'apporter du business, c'est agence Shopify Plus. Tu peux changer la meta title de ta page d'accueil si tu rentres pas sur agence Shopify, tu fais agence. Mais ça, je vais le faire via Luvaika, tu vois. Ok. Vu que c'est une agence de dev et qu'elle colle plus un peu à ce terme de recherche là, on a sorti le site récemment là puisque c'est une nouvelle acquisition, mais c'est les mots clés qu'on va aller chercher via Luvaika avec plaisir pour en reparler. Mais du coup, bien travailler l'organique et ensuite on a eu des grosses phases de prospection qui se calment là un peu en ce moment. Ça dépend aussi du niveau de leads et d'activité qu'on a sur le point d'entrée du funnel. Les partenaires, parce qu'on a des bonnes relations avec les autres agences et parce qu'on n'est pas beaucoup en fait à gérer les comptes de notre cible, que ce soit en CRM, en logistique, en acquisition, peu importe la régie publicitaire ou en SEO, les acteurs se répètent quand même vachement et bref, on se connaît tous, donc on voit, il y a beaucoup d'apports d'affaires sur ce sujet-là. Évidemment de la mise en relation de clients, parce que en fait les e-commerce qui font plus ou moins la même taille et qui sont dans la place, disons-nous, mangent ensemble tous les jeudis soirs et donc une bonne presta ou des résultats, généralement ça se circule bien et ça se fait savoir assez rapidement. Et ensuite là, je recommence un peu LinkedIn, tranquillou. Je publie simplement des rapports de tests et des preuves de résultats parce que personne ne partage de la valeur concrète sur la méthode. On a beaucoup d'avant-après sur le SEO ou en fait le CRO pardon. Le CRO c'est vraiment un métier qui est approché en majeure partie par des UX designers et du coup c'est très visuel et c'est vraiment du contenu qui marche très bien sur LinkedIn, Twitter typiquement. Moi j'ai pas envie d'approcher mon sujet par là parce que je me concentre sur le profit et comme je disais un peu plus tôt, c'est pas en arrondissant des bordures qu'on drive du résultat et nous on le sait pertinemment. Et donc j'ai pas envie de communiquer un petit peu dans le sens de ce que fait la trend juste pour choper des leads. J'ai envie de rester très fidèle à ma méthode et à mes valeurs, quitte à faire moins de bruit, mais à prôner ma méthode parce que je sais que sur du long terme, c'est ce qui marche. Ok. Et voilà, la méthode, la strat de personal branding. Mon plus gros problème, disons, c'est qu'on a structuré une boîte de rétention. Enfin, toutes les structures et les agences, on les a structurées pour délivrer un super service. Donc, on a toujours eu des croissances qui sont contrôlées et chiantes, entre guillemets. Et que j'ai toujours été la personne en charge de la prospection, l'acquisition et tout ça, et que on arrive à ce tournant là, dès début 2025, ça va être mon sujet de structurer le pôle sales des boîtes, maintenant que tout est en place. Ok, super clair. En tout cas, tu as beaucoup de canaux, et c'est vrai que je pense que l'aspect vraiment synergique entre tout ce que tu proposes, ça doit être très puissant. Ça me fait penser pareil à des côtés SEO, des consultants SEO, même en freelance, tu vois, mais qui ont sorti leur formation, qui ont un petit outil à côté, ce qui fait que ça fait un écosystème plutôt cool. Et ouais, à mon avis, c'est peut-être pas mal sous-coté par certaines personnes. Parce que des fois, tu peux te dire, ouais, mais pourquoi je lancerais ça, etc. Mais en fait, tu te rends peut-être pas compte en amont des impacts synergiques que ça va avoir après, en fait. Ouais. Souvent au bénéfice direct, mais... Je pense souvent au bénéfice direct. Parce que, je t'avoue, moi, j'ai aussi une part, on en parlait un petit peu au tout début, en ayant fait 42, on m'a appris à bourriner. On m'a appris à travailler beaucoup et à faire des actions qui sont portées sur du long terme. Limite, on n'a rien sans rien, bosse et les résultats que tu obtiendras sera la conséquence de l'investissement que tu as mis en boulot.
Et c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai été forcé, enfin, du coup, en suivant cette méthode-là, j'ai toujours bossé comme un bourrin sans forcément travailler sur les bons sujets. Ok, ouais. Mais à partir du moment où tu cales un petit peu un petit peu de réflexion stratégique sur le fait de bosser sur la bonne tâche, celle qui apporte le plus de valeur à ta boîte, tout en visant des actions qui sont pertinentes sur le long terme et qui sont pas éphémères, plus moi j'ai trouvé, on va dire, mon juste milieu et ma balance là-dedans. Ok. Donc ça, je crois que c'est Antoine qui avait mis cette question-là. C'était en fait, comment est-ce que tu vois The Deployer sur les prochaines années? C'est quoi peut-être les prochaines étapes ou les objectifs que tu as envie d'atteindre? C'est beau. On va continuer. En fait, déjà, l'agence de dev, c'était pas prévu. Et grâce à cette acquisition, on va vraiment créer un groupe de solutions au profit du e-commerçant pour craquer ou compléter en fait l'optimisation méthodique et contrôlée d'une boutique e-commerce avec des solutions qui se nourrissent. Et peut-être que ça fera lieu à des SaaS qu'on développera peut-être en interne, peut-être un logiciel d'A/B testing parce que ça reste notre coût le plus fort et élevé. Ça coûte l'équivalent limite de 2 personnes full-time dans la boîte. Ouais. Et c'est à considérer, tu vois. Donc compléter l'écosystème. Ce que je voulais dire avec l'Uveika, c'est que c'était pas prévu, mais qu'en fait au final c'est tombé super bien parce que c'est une boîte qu'on a rachetée cet été et qui nous a permis vraiment de segmenter cette partie très technique, maintenance de The Deployer qui affectait notre proposition de valeur ou qui nous faisait conserver des clients pour les mauvaises raisons, à savoir plus l'assistance technique que le résultat qu'on pouvait apporter en test. Donc là, tant mieux. Sur 5 ans, 10 ans, c'est une bonne question. On veut continuer à grappiller des places sur l'écosystème e-commerce jusqu'à cibler des grands groupes sur le sujet. Je sais que c'est une toute nouvelle approche, mais je veux que ma boîte continue d'être un prétexte pour me remettre en question et continuer à apprendre des nouvelles choses. Tous ces process d'appel d'offres, de collaboration avec des N plus 40, tout dans le genre, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout, tu vois. Je viens pas du tout d'un milieu corpo et en fait, je suis juste curieux de voir ce qu'on est capable d'apporter à des groupes qui ont 10 fois le volume de notre plus gros client à l'heure actuelle parce que je sais que nos stratégies fonctionnent et qu'il n'y a qu'une seule et unique manière de faire évoluer un site avec méthode et c'est la nôtre. Et donc, j'ai besoin de me servir de cette structure pour aller voir ce qui se passe là-bas, continuer à évidemment affiner nos arcs et notre service et aller chercher d'autres boutiques dans la même cible et potentiellement des plus grosses. Après, le reste, on verra. Tu vois. Ok. Ouais, c'est cool, vous êtes dans les mêmes objectifs un peu avec Antoine sur la partie grand compte, appel d'offres. Ouais, on a pas mal de. Bah, pareil, moi, sur la partie commerciale, tu me dis que tu commences à déléguer. C'est moi, pareil, c'est la dernière chose que j'ai pas déléguée. Donc, si tu veux, on Notre pourra dernière brique, ouais, pareil. J'ai trouvé normalement la personne. J'ai eu un peu de mal. Franchement, c'est pas facile à trouver ce Ouais, poste-là. j'imagine. Et pour la partie grand compte, ouais, petit à petit, bah, je pense que ça passe beaucoup par le branding. Ça passe peut-être aussi par les appels d'offres, en effet. Et il y a un truc qui est clair et net, c'est qu'en fait, en pêchant des petits poissons, tu auras accès à des petits moyens. En Ouais, mais pêchant ça, des c'est un petits peu moyens, tu auras la accès à des méthode qu'on a moyens. appliquée Et jusqu'à en fait, maintenant. ça prend juste du temps. Mais il y a un truc intéressant avec les plus grands comptes, c'est que tu peux être. Leur investissement en toi peut être hyper rentable, alors que tu vas être beaucoup plus cher au TGM qu'aujourd'hui parce que justement tu multiplies par leur trafic, tu multiplies par. Et typiquement, moi j'ai eu des cas parce qu'on en a des gros sites qui passent, ils arrivent, les BABA sont pas là, tu vois. Ils ont pas de balises optimisées, etc. Ouais, ouais. Et du coup, tu peux être super cher en termes de TGM et être hyper rentable, ce qui est impossible pour un moyen ou un petit. Et en effet, c'est là-dedans que je pense que tu seras d'accord avec moi, mais que tu vas pouvoir devenir un peu péter le plafond de verre, entre guillemets, et devenir un peu plus rentable, avoir moins de taux de churn,
parce que justement tu vas avoir tu vas faire le même travail, mais la valeur ajoutée va être x10. Ouais, carrément. Plus de stabilité, c'est sûr. Nous, on a bien craqué la rétention, mais j'ai quand même besoin d'avoir un client en face de moi qui soit prêt à payer pour de l'apprentissage sur sa cible autant que pour du profit supplémentaire. Parce que tous les tests ne fonctionnent pas, parce que tu es dans un cycle dans lequel, en cas d'échec, on apprend quand même quelque chose et ça permet d'affiner la suite des idées et on a besoin de temps. Et en fait, la personne qui est focus à 200% sur du profit se séparera assez naturellement de notre service parce que ça contredit notre méthode et notre manière d'avancer. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là simplement pour conserver un client et re-rentrer dans un cycle où je le conserve pour les mauvaises raisons. Tu Ouais. Mais là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, les meilleures strates d'acquisition, marketing, peu importe, ou plutôt le pire KPI pour faire de la bonne com, etc., c'est le retour sur investissement. Parce que justement, on le sait plus ou moins, tous les trois, tu vois, on développe notre marque. Et en fait, il faut être hyper authentique, il faut pas chercher en mode ROI, tu vois. Et ça, c'est, à mon avis, c'est quelque chose, c'est ce que tu dis, en fait. C'est comment réussir à implanter une graine dans la tête des gens qui cherchent des prestataires, justement, ce côté, en fait, le KPI, ça sera pas le ROI, le ROI qui est clairement le KPI qui est pris en compte par tout le monde, mais ça sera peut-être le kiff des équipes ou le fait de Mais mettre dans le c'est projet. aussi une bonne balance entre tout ça. Aujourd'hui, moi, je fais le bon test, même si j'ai enchaîné 8 mois de tests négatifs, je fais le bon test, je finance mon service pour les 4 prochaines années. Il faut juste continuer à croire au process, partir du principe qu'on est tous d'accord sur le plan et qu'on a tous besoin d'aller chercher en fait la vérité par rapport aux hypothèses qu'on a mis en place. On est tous persuadés que c'est celles qui vont impacter le plus potentiellement le business. Et une fois qu'on est en accord sur ce sujet-là, et bien dans ce cas, on peut se serrer la main et avancer sur le plan et le remettre en question grâce aux apprentissages au fur et à mesure. Et à partir du moment où tu crois au plan, où tu es convaincu, où tu as contribué un petit peu à la mise en place de ce plan-là, il n'y a pas de raison en fait que ça se passe mal parce que tu es avec une équipe qui se remet en question continuellement et qui est aussi là pour aller chercher du résultat parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Même si tu pilotes pas l'intégralité de ta collaboration au ROI, il faut que ton service soit rentable. Si tu la pilotes pas au ROI sur les 6 mois, il faut que tu puisses quand même revenir sur 2 ans ou sur 3 ans de collaboration et juger de la pertinence de l'accompagnement que tu proposes. Tu vois. On a eu 4 questions sur Twitter. Alors pour le coup, je pense pas que ce soit pertinent de les traiter parce qu'on y a déjà bien répondu en fait au fil de l'épisode. Ceci dit, je vais quand même mentionner les personnes qui ont posé les questions. Donc on a Cyril, Thomas, Paul SEO Onsite et Aton, donc droit. Et on a une dernière question pour toi pour sortir un petit peu des conversions et du hard skill. C'est justement, toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie à part les conversions? Déjà, je suis un fan de business. Je peux parler non-stop de biz. Donc, à part les conversions, j'adore faire de la strat sur n'importe quel type de projet. Le mec, il sort jamais du business, quoi. Tu peux vendre des patates, des frigos. T'étais pas cuisinier, toi, dans une autre vie, à un moment, non? J'adore la cuisine. C'est le deuxième truc sur lequel j'allais arriver. Je fais des masterclass tous les week-ends. J'adore la cuisine pour la convivialité que ça apporte. Donc, généralement, je ne cuisine jamais seul ou pour moi. Je cuisine pour ma copine et je lui fais des plats de fou. Mais généralement, j'invite plutôt 5 à 10 personnes. Et là, par contre, je fais des plats, mais c'est gastro. Je vais me challenger sur des trucs de fou, passer 4 heures en cuisine. Je vous enverrai des petites photos, vous allez péter un câble, je vous le dis. Ah ouais, on est chaud. On est mieux servi qu'au resto et je me challenge sur tous les sujets. Des ramen avec des bouillons de 12 heures, des beef Wellington, même sur de la présentation de fou. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore.
Mais je dois quand même être efficace dans mon quotidien. Donc, tu vois, typiquement, je fais une masterclass par semaine. Et le reste de la semaine, je me fais livrer mes plats tout faits. Et du coup, on arrive à un autre truc qui occupe la majorité de mon temps. Tu vois, aujourd'hui, je m'entraîne 9 fois par semaine. Je prépare un second marathon. Et je dois maintenir... J'ai envie d'être complet, tu vois. Et donc, cette partie muscu... course et je fais du tennis aussi parce que je kiffe ça. Je dois trouver un peu le juste le juste milieu et un peu mon équilibre à moi. Le sport, ça reste ma priorité numéro 1 avant le business parce qu'en fait, je pars du principe que ma santé mentale comme physique nourrit les performances que je vais avoir sur mon biz. Donc, mon téléphone, il est coupé tous les jours de 11h30 à 14h et c'est certain que c'est mon créneau pour aller m'entraîner. Magnifique. Parfois, je m'entraîne 2 fois par jour. Le matin, je fais ma séance de course et ensuite je vais m'entraîner à la salle le midi. Et c'est mon équilibre à moi. Et franchement, je kiffe trop aujourd'hui. C'est une part indispensable de ma life. Et je dirais ouais, sport, cuisine, business. Stratégie. Qu'est-ce que je kiffe? De la ROI. strat, ouais. Conversion. Ça glisse des hashtags. Là. Et c'est cool. En vrai, après, moi, je suis bon délire, tu vois. J'aime bien sortir, faire des trucs. C'est moins compatible. On va dire, l'alcool et les soirées, c'est moins compatible avec mes objectifs sportifs. Mais je reste un bon vivant de nature et j'aime bien passer des moments un peu off parce que, bah, encore une fois, ça nourrit aussi ta clarté d'esprit quand t'as la tête un peu plus dans le guidon. Ouais, de ouf. Mais moi, j'ai trouvé un bon compromis, c'est que maintenant, je commence à sortir, mais 100% sobre, genre je bois plus du tout. Ouais. Et franchement, je suis assez content parce que j'ai tendance aussi à être beaucoup dans ma routine de sport, de tout, de productivité, et tu passes à côté de l'aspect social et notamment de l'aspect, bah en fait, j'arrête de penser à optimiser tout dans ma tête et tout, et juste je kiffe un moment avec mes potes. Et je sais que moi, l'alcool, c'était un truc qui me saoulait parce que ça te, enfin bon bref, ça peut vraiment impacter ta routine sur plusieurs jours et tout. Alors que si t'as que le sommeil entre guillemets, tu te couches un peu plus tard, tu travailles plus tard, globalement ça va, tu vois, tu te remets vite dans ta routine. Et pour moi l'alcool c'était le truc que enfin voilà, et maintenant que j'arrive à l'enlever là, bah franchement c'est très cool, j'aime bien. Moi, j'ai fait contre mon gré, hein. J'ai fait des mois sans alcool, Ouais. juste parce que je prépare une course ou un truc dans le genre où je tapais du 60-70 bornes dans la semaine et j'ai pas le choix en fait. Ça tue ma récupération et je peux Ouais, rien ouais, non, faire. c'est. Ouais. Mais après, je suis pas trop affecté socialement, ça va parce que on a une bonne équipe ici sur place à Malte. Ouais. Tout le monde fait à peu près la même chose et du coup, en fait, déjà, on déconnecte jamais du business. Tout le monde fait du biz. Mais limite, on insiste pour se voir assez régulièrement parce que ça fait toujours du bien d'avoir un peu un regard externe sur des petits challenges que tu peux avoir, de mecs qui sont pas du tout dans ton industrie, mais qui se remettent en question continuellement. Ouais. Et pour le coup, on n'est pas obligé de se mettre une mine pour que ça arrive. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Ça marche. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter 1h27 si vous êtes toujours présent. Ça, on verra qui est présent et puis ça aide le référencement de la Si vidéo. tu dis et toujours la l'épisode. même chose sur des vidéos d'1h08 ou autre, les gens, ils ont capté le truc peut-être. Hein. Ah ouais, mais ça continue de marcher. Ouais, Et justement, en c'est plus, pour ils soutiennent, tu vois. C'est à Ah chaque oui, fois, et on en a puis des ça voilà. risque de durer 1h32, tu vois, le temps qu'on se dise au revoir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, Ça on va. le fait en amont, tu vois. Je dis, allez, aux 3 quarts de l'épisode, allez hop, mettez 45 minutes. Et on a toujours 2-3 Belle. qui le font, donc c'est très gentil à vous. Allez, on veut des commentaires, on veut un max de commentaires, on veut que toutes les personnes qui arrivent jusqu'à cette étape-là nous Non, on lâchent veut des 1h27. conversions. Normalement, on va avoir Et on veut 100% de conversion. 1h27 écrit en lettres, hein, sans Ouais, faute voilà. d'orthographe. Dans différentes langues aussi. Tant qu'à faire. Non, mais en tout cas, Thomas, merci beaucoup. Moi, Sierro, c'est un sujet qui m'intéresse, mais où je suis un noob complet. Donc là, pour avoir eu tes tips et tout, c'est vraiment top. Antoine, j'imagine que tu as appris pas mal de trucs aussi. Ouais, de fou, j'ai grave kiffé. C'est toujours bien d'inviter. Tu vois, on fait pas la même chose, on est dans le même domaine. Et du coup, à chaque fois, on se prend des claques avec Paul lorsqu'on invite des invités, mais qui font pas du SEO. Et Mm. franchement, ouais, super intéressant, super cool comme échange. Surtout qu'on s'était déjà fait un petit podcast, je me souviens, Antoine, tu m'as invité sur ta chaîne au tout début quasi.
Ah ouais. Bon, je pense que là, c'était plus intéressant qu'à l'époque, quand même. Ouais, ça évolue, mais tant mieux. Mais on se fait un rendez-vous tous les 2 ans. Je repars, on se dit toujours la même chose. C'est magnifique. Bon, on Ah espère bon, que tu as voilà. kiffé aussi le podcast, Thomas. Ouais, au top. Ouais. J'aime bien le concept. Tu vas mettre ma tronche en plus sur un papier de feuille A4, là. J'ai hâte de voir ça. Et ouais. Et ouais, je viens de voir du coup 22 mai 2021, t'étais passé sur la chaîne d'Antoine. Magnifique. Magnifique. Trop stylé. Non bah voilà, Je me bah souviens, j'étais au sinon. Mexique, je crois. Ah J'étais au ouais? Mexique, j'étais posé. C'était la première fois limite que 21. Ouais, je commençais à faire à tester le backpacking, à bosser Ok. un peu remote, gagner de l'argent en asynchrone Ouais, bah ouais, et non, c'est trop voyager un cool ça. peu. Ok, bah ça roule. Bah en tout cas, pour tous les auditeurs, bah, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, la team. Ciao.